Interstellar, c'est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est une histoire de survie, de sacrifice, un voyage qui nous emmène aux limites de notre compréhension du temps et de l'espace. Mais au fond, vraiment au fond, c'est le récit d'une promesse, celle d'un père à sa fille. Une promesse qui va devoir littéralement traverser les galaxies pour être tenue et qui repose sur la force peut-être la plus puissante et la plus mystérieuse de l'univers, l'amour. Alors pour commencer, il faut planter le décor. Imaginez un peu, un futur pas si lointain. La Terre est à l'agonie. L'humanité, qui regardait autrefois vers les étoiles, eh bien, elle est désormais forcée de regarder ses pieds. Un sol qui nourrit plus personne. Partout, des tempêtes de poussière monstrueuses qui ravagent tout. La seule culture qui tient encore, le maïs, est en train de mourir à son tour. Et pire encore, l'air devient tout simplement irrespirable. C'est dans ce monde qui s'effondre qu'on rencontre nos personnages principaux. Cooper, un ex-pilote de la NASA devenu fermier, et sa fille, Murph, une gamine hyper intelligente et curieuse. Et c'est là, au milieu de toute cette désolation, qu'ils vont recevoir un message. Mais un message qui ne vient pas des étoiles. Non, il vient de la chambre de Murph elle-même. Et la façon dont ce message apparaît, c'est juste incroyable. Après une énième tempête, la poussière dans la chambre de Murph, eh bien, elle ne se dépose pas n'importe comment. Elle forme des lignes bien nettes. De l'ordre, là où il ne devrait y avoir que du désordre. Cooper, avec son cerveau d'ingénieur, il se dit que ce n'est pas une coïncidence. C'est une anomalie gravitationnelle. Il se met à décoder ça, et bingo, ce sont des coordonnées géographiques écrites en code binaire parce que sa fille appelle son fantôme. C'est le tout premier indice que la gravité, en fait, c'est bien plus qu'un truc qui nous empêche de flotter. Forcément, intrigués, Cooper et Murph suivent ces coordonnées. Et ça les mène nous à une installation ultra secrète. En fait, c'est ce qui reste de la NASA. Ils travaillent dans l'ombre en préparant ce qui est ni plus ni moins que la dernière chance de l'humanité de s'en sortir. Et là, ils retrouvent le professeur Brand, l'ancien mentor de Cooper, qui leur balance la vérité, la vraie. Et elle est terrible. La situation est bien pire que ce qu'on pense. La Terre n'est pas juste malade, non, elle est en train de mourir. Le fléau s'attaque maintenant au maïs, la dernière culture, et le niveau d'oxygène chute à une vitesse folle. En gros, il reste à peine une génération avant que tout le monde meure asphyxié. Donc voilà la mission. Mais attention, il y a un twist. Il n'y a pas un plan, mais deux. Le plan A, c'est le plan officiel, celui de l'espoir. On résout une équation hyper complexe sur la gravité et hop, on évacue tout le monde de la Terre dans des stations spatiales géantes. Mais il y a aussi un plan B. Et là, c'est beaucoup plus brutal. Si le plan A foire, l'équipe doit juste partir, trouver une nouvelle planète et la coloniser avec 5000 embryons congelés. En clair, on abandonne tout le monde sur Terre. C'est la survie de l'espèce contre la survie des gens. Et Cooper, il décide de piloter cette mission. C'est un sacrifice énorme. Le moment de l'adieu avec Murph est déchirant. Il lui donne sa montre, et cet objet, il devient tout un symbole, le symbole de sa promesse de revenir. Mais c'est une promesse qui va se heurter de plein fouet aux lois de la physique. Vous savez, la relativité d'Einstein. Plus on est proche d'un objet massif comme un trou noir, plus le temps ralentit. C'est ce qu'il essaie de lui expliquer. Quand je reviendrai, on aura peut-être le même âge. Son voyage va complètement tordre le temps. Et c'est parti. Cooper et son équipe décollent à bord de l'Endurance. Première étape, une drôle d'anomalie près de Saturne. En fait, c'est une porte vers une autre galaxie, et peut-être bien vers le salut. Ils arrivent donc devant ce fameux trou de verre, et visuellement, ce n'est pas un tunnel comme on l'imagine souvent. Non, c'est une sphère, parfaite, calme. C'est en fait un raccourci dans l'espace-temps, un pont pour relier deux endroits de l'univers, très très éloignés. Traverser ça, c'est une expérience complètement dingue, qui les catapulte dans une galaxie inconnue. Et là-bas, il y a 12 planètes potentielles qui tournent autour d'un trou noir gigantesque. Son nom, Gargantua. Premier arrêt, la planète de Miller. Le paysage est à couper le souffle. Imaginez un océan à perte de vue, mais avec très peu de fond. Le problème, c'est que la planète est collée à Gargantua, le trou noir. Et ça a un effet dévastateur sur le temps. C'est le moment où la théorie devient une réalité terrifiante. La preuve, des vagues colossales, de véritables montagnes d'eau de plusieurs kilomètres de haut. L'expédition est un vrai désastre. Il ne passe que quelques heures sur la planète avant de remonter dans le vaisseau Endurance. Et là, c'est le choc. 23 ans. Pour le membre d'équipage qui est resté en orbite, il s'est écoulé 23 ans. C'est pas de la magie, c'est juste la conséquence brutale, concrète de la gravité sur le temps. Cooper, il voit les messages vidéo de ses enfants qui sont maintenant des adultes. C'est un coup de poignard. Sa promesse de revenir, elle est déjà en train de se briser contre les lois de l'univers.
Bon, les ressources commencent à manquer sérieusement. L'équipe doit faire un choix hyper important pour la suite. Et ce choix va les amener sur une planète de glace et à une confrontation qui va leur montrer que le plus grand danger dans l'espace, ce n'est pas le vide ou les trous noirs. Non, c'est la nature humaine. Ils décident d'aller sur la planète du Dr Mann. C'est un scientifique célèbre, un héros, et ses données ont l'air super prometteuses. Ils espèrent vraiment trouver un nouveau refuge là-bas. Sauf que, ce qu'ils vont y trouver, c'est la face cachée de l'instinct de survie, son côté le plus sombre, le plus égoïste. Et là, c'est le double coup de massue. Pendant que dans l'espace, le Dr Mann révèle sa trahison. Il a tout inventé juste pour qu'on vienne le sauver. Sur Terre, un autre mensonge, bien plus énorme, éclate au grand jour. Le professeur Brand, sur son lit de mort, avoue tout à Murph, qui est devenu une brillante scientifique. Le plan A, c'était une arnaque depuis le début. Il savait que l'équation était impossible à résoudre sans données venant de l'intérieur d'un trou noir. C'était un mensonge pour donner de l'espoir et pour s'assurer que la mission du plan B, elle, parte bien. Alors, récapitulons. Le vaisseau est abîmé, il y a presque plus de carburant, et on sait que le plan A est un mensonge. La mission est un échec total, a priori. C'est là que Cooper prend une décision folle, désespérée. Il va plonger. Plonger dans le trou noir, dans Gargantua, pour aller chercher ces fameuses données, là où, en théorie, personne ne peut aller. Et surtout, personne ne peut revenir. Mais au lieu de se faire écraser, il atterrit dans un endroit qui défie toute logique, toute la physique qu'on connaît. Un tesseract. C'est une sorte de construction en 5 dimensions. Là-dedans, le temps n'est plus une ligne droite. C'est un paysage physique dans lequel il peut se déplacer. Il peut voir la chambre de sa fille à tous les moments de son passé en même temps. C'est possible parce que la gravité, ce n'est pas une force comme les autres. C'est la seule qui peut voyager à travers les dimensions. C'est une sorte de langage universel. Et là, c'est la révélation. Le fantôme. Le fantôme de Murph, c'était lui. Depuis le tout début, c'était lui qui communiquait à travers le temps et l'espace. Et comment il a fait pour se repérer dans ce chaos? Pas avec la logique, non. Avec son amour pour sa fille. C'est devenu son point d'ancrage, sa boussole pour trouver le bon moment, le bon endroit dans cet infini de possibilités. Et donc, il met son plan à exécution. Il utilise la gravité pour interagir avec le passé. Concrètement, il va envoyer les données quantiques du trou noir, celles que son robot a collectées, en code Morse, en faisant bouger l'aiguille des secondes de la montre qu'il a laissée à Murph des dizaines d'années plus tôt. Une communication à travers le temps, tout simplement. Mission accomplie. Le Tesseract se referme et Cooper est éjecté, renvoyé de l'autre côté du trou de verre. Il a donné à sa fille la clé pour sauver l'humanité. Finalement, il a tenu sa promesse. Pas en revenant comme il l'avait imaginé, non, mais en devenant ce fantôme à travers le temps, pour la sauver et pour nous sauver tous. Pendant ce temps, sur Terre, des années auparavant, Murph est adulte. Guidée par son intuition et par sa conviction que son père ne l'a pas abandonnée, elle finit par comprendre. Le message dans la montre, elle décode le code Morse, elle obtient les données, elle résout l'équation de la gravité et le plan A, ce mensonge, elle en fait une réalité. C'est elle qui sauve l'humanité. Cooper, lui, est finalement retrouvé flottant près de Saturne. Il se réveille et il est sur une station spatiale gigantesque, la station Cooper, nommée en son honneur. Il a 124 ans, mais il n'a pas vieilli. Et il retrouve Murph. Elle est sur son lit de mort. C'est une très vieille femme entourée de sa famille. La promesse est tenue. Et dans un dernier moment incroyablement touchant, c'est elle qui le libère de sa promesse. Elle lui dit de ne pas rester là à la regarder mourir, mais de repartir vers un nouveau départ. L'humanité est sauvée, mais pour Cooper, l'aventure n'est pas finie. Son dernier voyage commence. Retrouver Amelia Brand, qui, elle, est toute seule sur une planète habitable à l'autre bout de la galaxie. Elle porte avec elle l'avenir de l'espèce, le fameux plan B. Une boucle est bouclée, c'est vrai, mais une nouvelle histoire commence. Et ça nous laisse avec cette question, après avoir sauvé notre monde, à quoi ressemble la promesse qu'on fait à un nouveau monde? Quel est le prochain chapitre de notre histoire dans les étoiles?